L'histoire d'aujourd'hui va être un peu particulière. Plutôt que de vous parler d'une œuvre, je vais vous reconstituer mon état d'esprit sur une situation de ma vie de jeune vidéaste. Le 22 mai 2021, je sortais une vidéo qui s'intitulait « Quand j'ai joué à Zelda Majora's Mask ». Une vidéo ambitieuse qui représente la plus longue production de ma chaîne YouTube. Une semaine d'écriture, quelques jours de tournage, une dizaine d'heures d'enregistrements vocaux, et surtout un mois de montage pour une production de quasiment 25 minutes. Zelda étant l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, et croyant pleinement à mon potentiel de création artistique à travers un investissement rigoureux et rempli de passion, je me dis « Ça y est, cette fois c'est la bonne. Cette vidéo va être enfin celle qui va sortir du lot grâce à l'algorithme et qui va pouvoir peut-être me permettre de prendre mon envol. » Alors que dans les faits, ça n'était pas du tout le cas. Vous ne pouviez pas imaginer mon désespoir à ce moment-là. Mais sérieusement, comment cela pouvait être possible? Zelda a la chance de regrouper l'une des plus grandes communautés de fans et de passionnés. J'ai partagé ma production sur Discord, Twitter, Instagram et sur je ne sais combien de forums. Et pourtant, les chiffres étaient là. Enfin, est-ce naïf de placer notre réussite sur le bouche à oreille? Après tout, les réseaux sociaux servent à ça, non? Et puis sinon, pourquoi l'algorithme met toujours les mêmes choses en avant? Toujours les mêmes formats, les mêmes sujets, les mêmes personnes qui sont mises en avant par une intelligence artificielle qui calcule ce qui selon lui serait pertinent pour le spectateur. Ça veut dire quoi? Que je ne mérite pas le succès? Que j'ai tort de vouloir faire un contenu travaillé et personnel pour toucher le spectateur? Que personne ne m'entendra si je ne finis pas dans les tendances de YouTube et que je ne fais pas comme tout le monde? Même YouTube lui-même a déclaré au créateur que pour développer sa chaîne, il fallait prendre exemple sur ce qui existe déjà en parlant de sujets populaires, faire de courtes vidéos quitte à les tourner à la verticale, et surtout, harceler le spectateur pour obtenir des likes et des abonnements. Très bien, c'est d'accord. On va se prêter à cet exercice juste pour aujourd'hui. Le système veut jouer sur ma frustration? Alors je vais jouer sur l'audace et la provocation pour cette fois. On va suivre les conseils de YouTube et faire exactement à la manière de nombreux créateurs pour qu'Internet sache enfin qui est Yoshiaki. Ah, et si cette vidéo ne marche pas, au moins on pourra dire que j'ai eu le courage d'essayer. À la manière du joueur du grenier. Salut tout le monde, nouveau jeu en vrac, et aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu démoniaque qui a fait cracher du sang à pas mal de joueurs, et moi le premier. Je veux bien sûr parler de League of Legends. Alors évidemment, si vous suivez vos streamers préférés ou si vous jouez beaucoup sur PC, vous avez forcément entendu parler de League of Legends. Jeu incontournable sorti en 2009 et développé par Riot Games, le titre est réputé pour regrouper la communauté la plus pourrie de l'histoire du jeu vidéo. Et certains joueurs sont tellement cons et stupides que même en jouant quotidiennement depuis 6 ans au jeu, ils trouvent le moyen d'insulter tout le monde et de rester coincés en bronze en prétendant pouvoir monter diamant un jour. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, en gros, vous pouvez jouer avec un système de classement, et ceux qui sont bronze sont là, et ceux qui sont diamants sont là. Sachant qu'il n'y a qu'1% des joueurs qui parviennent à atteindre le diamant, ouais, beaucoup de gens puent la merde. Enfin bon, de toute façon, ce constat n'est pas si surprenant en Europe et en Amérique, puisque lors des championnats du monde, ce sont toujours les équipes de bridés qui finissent par gagner. Quoi? Ça fait 10 ans que le joueur du grenier écrit des blagues faciles sur les asiatiques et les gens redemandent. Je sais de quoi je parle, je suis métissé franco-japonais. Bon, vous savez quoi? On va faire les choses jusqu'au bout. Comme le joueur du grenier ne sait jamais écrire ses chutes et qu'il aime se foutre de la gueule du spectateur, je vais claquer des doigts comme n'importe quel influenceur qui demande des dons sur Tipeee et on va changer de youtubeur. Vos gueules! C'est marrant de se moquer des pauvres. À la manière d'Antoine Daniel. Salut à tous, bande de chasse de pingouins, et dites-moi, est-ce que vous avez déjà chié sur un pingouin? Wow! Qu'est-ce que je viens de voir là? Visiblement, les pingouins ont une curieuse manière de marquer leur territoire. Non mais vous imaginez si les êtres humains devaient faire pareil pour prendre le pouvoir? Non, Tiplouf, ne t'approche pas de moi! À la manière du rire jaune. Comment ça va YouTube? Lorsque j'avais 14 ans, j'avais eu la chance de rencontrer mes cousins qui vivent en Thaïlande. Un soir, on décide d'aller au restaurant et je découvre un truc que je n'avais jamais mangé de ma vie. Le fast food. Parce que ouais, toute ma jeunesse, j'ai grandi avec un père qui n'arrêtait pas de me dire ça. Comment ça, McDonald's? Tu vas aller manger de la saloperie chez McDo juste pour avoir ton jouet Happy Meal? De mon vivant, jamais tu me feras manger McGerbal.
Avant mes 15 ans, mon père était anti-fast-food. S'il apprenait que j'avais mangé un burger, même en ayant un 18 en histoire géo, je me faisais passer un savon. Alors vous n'imaginez pas quelle fut ma réaction quand j'ai pu manger mon premier fast-food avec mes cousins. En plus, c'était du KFC. Et si tu me connais un minimum, ce qui devait arriver arriva. Et KFC, si vous voulez me sponsoriser, c'est quand vous voulez, hein. Quoi? Toi te faire sponsoriser par du poulet? Alors comme ça on veut devenir un délinquant qui mange du Kentucky Fried Chicken? Oh putain, mais c'est trop bon! Cette vidéo n'est pas sponsorisée, à la manière de Saven. Metroid Prime. Oh non putain, pas Metroid Prime. Sorti en 2003 sur Nintendo GameCube, la meilleure console de tous les temps. Un jeu culte pour beaucoup de gens, mais certainement pas pour moi. Qu'est-ce que t'as dit là? On contrôle Samus Aran dans un univers mystérieux et oppressant. Pour rappel, Samus Aran c'est ce tas de ferraille, mais surtout c'est une femme. C'est une fille. Une fille? Effectivement, graphiquement c'est beau, très beau même. Sans doute l'un des plus beaux jeux de la console. Dommage qu'on ait juste une interface pourrie qui nous empêche de profiter de la vue. Et cette interface, forcément, elle pénalise pendant les phases de combat. Non mais je veux dire, comment tu veux te déplacer et voir le danger correctement quand tu as un quart de ton écran qui est obstrué par un menu Windows XP? Bref, tout ça pour dire... C'est de la merde. Et encore, c'est pas le pire, parce que le jeu te fait croire que c'est un jeu d'exploration, alors que dans les faits, ça n'est pas du tout. On nous oblige à scanner tout et n'importe quoi pour trouver des secrets qui rendront le jeu plus facile. Parce que oui, le jeu est putain de dur. Sauf qu'au bout d'un moment, analyser des trucs qu'on sait déjà ou analyser des tas de cailloux, franchement, ça devient lourd. Attention, d'après l'analyse, ce monstre est très méchant. Vous devriez vous méfier de lui. D'accord, faisons comme ça. À la manière de David Lafarge. Hey, salut à tous les amis, c'est Yoshi de la chaîne Yoshi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui, ouverture d'un booster exceptionnel de Pokémon d'une valeur de 10 000 €. Alors bien entendu, ce qu'on veut dans ce booster, c'est obtenir le Tiplouf légendaire à 50 000 €. Et d'après les statistiques, on aurait 95% de chances de l'obtenir dans ce booster, et donc d'être rentable les amis. Cette ouverture va être complètement folle, c'est parti! Alors au passage les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, parce qu'au bout de 100 000 pouces bleus, je refais une deuxième ouverture avec un deuxième épisode d'ouverture de Pokémon à 10 000 €. Et donc on est parti pour cette ouverture de dingue les amis. Alors, hop, on a vu la première carte, mais c'est pas grave. Voici le petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Et donc on est parti pour cette ouverture, let's go. Alors, énergie combat, lanterne accueillante, Sophora, Bastien, Smogo, tout à fait, ah bah oui tout à fait, oh le petit Stalgamin, il est tout choupi, Croquine, Wushours, oh on a un magnifique docteur, et donc derrière cette carte se trouve le Tiplouf légendaire, avec 95% de chance et d'une valeur de 50 000 € les amis, et nous avons, regarde voir, attendez, c'est pas possible, mais c'est pas possible les amis, vous êtes en train de me dire que j'ai investi 10 000 € dans un booster où on a 95% de chance d'obtenir un Tiplouf légendaire, et moi qu'est-ce que j'obtiens comme retour sur investissement? Un pauvre garde-war qui coûte que 30 centimes sur internet. Putain, fais chier, j'en ai marre. J'ai jamais de chance dans la vie. À la manière de Mohamed Eni. Bonsoir à tous les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les Yoshi qui jouent à Five Nights at Freddy. Les amis, l'heure est grave, l'heure est très grave. Faut en parler les amis. On est nuls, nul, voilà. Désoif sur le terrain. On a fait la pire saison du monde. C'est plus Arsenal, c'est Arsenal, voilà. On a fini 8ème du championnat. On s'est fait battre par tout le monde. Je suis à 2 doigts de péter ma télé. Mais je peux pas, je suis chez mes parents. Voilà, parce que j'ai pas de budget et parce que je peux pas péter la télé, je vais péter ce putain de catalogue. Et nul Arsenal, nul, il y en a marre de vous. Nul, voilà. Nul, pourri Mikel Arteta. Regardez ce que vous m'avez fait faire, regardez. J'ai plus de catalogue à cause de vous. À la manière des résumés foireux de Crazy Bomb World. Dans le présent. Salut, moi c'est Phoenix Wright, je suis avocat. Aujourd'hui, je vais vivre le premier procès de ma carrière. Et lui, c'est Paul Defesse, mon meilleur ami. Il s'est encore foutu dans une mouise pas possible, alors j'ai accepté de le défendre comme client. Attends, tu as un poil de fesse comme meilleur ami? Mais non, il s'appelle Paul Defesse. Ah bon? J'ai cru pendant un instant que ton meilleur ami était un poil de fesse. Sérieusement, Mia, mais pour qui est-ce que tu me prends? Pour un mec qui fait des canulars téléphoniques? Bah...
Bon allez les mecs, est-ce qu'il y a un poil de fesse par ici? Transition. Je déclare le procès de Monsieur Poil de Fesse ouvert. Monsieur le juge, comme vous savez, le nombre de violences conjugales ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. En effet, Mademoiselle Cindy Stone, qui flirtait avec Monsieur Poil de Fesse, a été retrouvée morte dans son appartement. Elle aurait été assassinée avec une horloge. Que quoi? On lui a remis les pendules à l'heure? Tout à fait. L'accusé avait des problèmes de couple, et c'est à cause de ce genre de problèmes conjugaux que de jeunes voyous viennent assassiner leur conjointe. Que quoi? De jeunes voyous? Je vous en prie, Paul aussi est un jeune voyou, ça n'empêche pas d'être un meilleur ami sympa. Phoenix, tu es censé défendre ton client. Monsieur le juge, je crois que la sentence est irrévocable. Tu te crois sur Koh-Lanta, le boulet? D'abord c'est Monsieur le boulet, et il va falloir vous montrer plus convaincant si vous souhaitez défendre votre client, Monsieur Wright. Je vois, plus convaincant, hein? Alors que dites-vous de ça? Le coupable, c'est lui, monsieur le juge. Monsieur Wright, est-ce que vous venez de tuer le témoin avec votre doigt? Oh, ce n'est rien, j'ai juste fait du vent en pointant du doigt le vrai tueur. Je vous condamne à la peine capitale. Système juridique de merde! À la manière de Louis San. Ohayou gozaimasu, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'un des plus grands mangas de tous les temps. Il s'agit d'une œuvre faisant partie de la pierre angulaire des seinen, et donc des mangas destinés pour un public jeune adulte. Je veux bien sûr parler de Death Note. Death Note, appelé aussi Death Noto en japonais, est une œuvre du mangaka Tsugumi Ohba, sortie en 2003 sur un format papier et adaptée 3 années plus tard en animé. Ah, un petit instant, on m'envoie un message pendant que je suis en plein tournage de la vidéo. Alors... Yoshi, pourquoi tu parles de Death Note maintenant alors que tu l'as déjà fait dans une autre vidéo? Mais parce que, si je le fais pas à la manière de Louis San, y a personne qui va regarder la vidéo! J'ai passé un mois à me faire chier à écrire tout un discours sur le manichéisme, à approfondir le sujet comme pas possible sur Death Note, et les gens ils veulent voir quoi? Michou qui ouvre des cartes Pokémon? J'en ai marre! Je me casse! Fais chier cette vie d'artiste! Cet exercice va s'arrêter ici. Pardonnez-moi encore pour cette vulgarité, mais tâchons de relativiser un minimum et de voir le côté positif sur cette grande plateforme qu'est YouTube. Comme vous avez pu le constater, la créativité est au cœur des productions audiovisuelles. Les thématiques et les formats sont variés, certains préfèrent se filmer devant une caméra, d'autres utiliser simplement une voix off, certains contenus ont un caractère humoristique, d'autres plutôt instructifs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous un point commun, on a quelque chose à partager et à transmettre aux spectateurs. On a tous des objectifs plus ou moins différents, et au-delà de vouloir faire des vues et gagner des abonnés, on a surtout quelque chose à raconter. Ou du moins, on souhaite susciter une émotion ou une réaction de la part du spectateur. On veut le faire rire, on veut lui faire apprendre quelque chose, on veut le divertir, on souhaite tout simplement lui faire passer un agréable moment en notre compagnie. Et ce qui est génial, c'est qu'une vidéo est en réalité le reflet de notre personnalité. On peut décider d'incarner un rôle, ou plus simplement d'essayer de rester soi-même. On développe un dialecte, des expressions, certains automatismes, quelque chose qui forge notre identité, et qui va permettre de fidéliser notre public afin que celui-ci puisse nous reconnaître lors du visionnage. Le problème, c'est que pour quelqu'un qui débute sur la plateforme, il est extrêmement difficile de se faire remarquer ou de se faire entendre. Si vous commencez à faire des vidéos, à moins d'utiliser des méthodes très provocatrices, de surfer sur des formats et des sujets très populaires ou de se faire pistonner, vous n'aurez quasiment aucune chance d'être mis en avant sur YouTube et de faire en sorte que l'algorithme puisse vous présenter auprès d'une audience. Et c'est ce que je déplore particulièrement parce qu'à force de vouloir proposer que des trucs qui marchent, on a une tendance à uniformiser son contenu et donc à limiter les possibilités créatives. Aujourd'hui, pour être sûr de buzzer, il faut viser un jeune public, se filmer en face de la caméra, parler très vite, avoir un montage très dynamique et essayer de faire à tout prix du divertissement et de l'humour. En ce qui me concerne, le souci que j'ai avec ça, c'est que ce format qui marche et qui prédomine largement sur YouTube ne permet ni de m'exprimer comme je le voudrais, ni de refléter ma personnalité. Je l'avais testé il y a 5 ans, et en prenant du recul, je pense que je ne suis pas pleinement à l'aise de vous parler aussi frontalement. Je trouve que ça ne fait pas 100% naturel chez moi, et que je suis obligé de surjouer pour entrer dans les codes de YouTube. Je pense que vous avez pu le remarquer, mais pour parodier tous ces youtubeurs, j'ai dû me mettre dans des situations extravagantes, en hurlant des atrocités, et en essayant à tout prix de créer de la surprise pour vous donner le sourire et attirer votre attention. Même si dans cette démarche, j'ai également voulu jouer sur un exercice créatif et faire des vidéos à la manière de telle ou telle personnalité. Tester des styles, m'approprier des formats et écrire différemment que d'habitude.
Et la conclusion que je peux en tirer, c'est qu'en me mettant dans leur peau, je n'ai en réalité pas grand chose de plus à apporter que ce que ces grands créateurs font déjà. Ce qui me convient le plus et ce qui me permet de me mettre en avant artistiquement et humainement, c'est ce que je fais déjà depuis 1 an. Je préfère me positionner comme un narrateur, c'est-à-dire vous raconter des histoires à travers ma voix, éventuellement me mettre en scène de temps en temps pour vous rappeler qui je suis, mais surtout pouvoir philosopher et réfléchir à travers des œuvres et des expériences qui m'ont marqué à différents moments de ma vie. J'ai conscience que l'algorithme YouTube n'aime pas ma manière de faire, mais je sais qu'en revanche que le spectateur un minimum curieux arrivera potentiellement à tirer quelque chose de profitable et bénéfique à travers mes récits. Et d'ailleurs, c'est ce que le joueur du grenier expliquait dans une de ses vidéos. YouTube peut devenir ennuyeux, car les gens ont peur de prendre des risques, et peur de proposer un contenu qui de toute façon ne sera pas vu, puisqu'il ne convient pas aux standards de l'algorithme. Au final, on se retrouve avec cette uniformisation des vidéos, et on finit par se lasser peu à peu, avec une sensation de toujours consommer le même type de contenu. Au passage, désolé de vous avoir détourné ainsi, j'espère qu'aucun de vous ne se sentira blessé et qu'au contraire, vous aurez apprécié que je fasse preuve de dérision, car c'est parce que j'admire vos parcours respectifs et vos productions que je me suis joyeusement donné la peine de vous parodier. Vous avez tous une capacité à captiver votre public d'une manière très impressionnante, moi y compris, et je dois reconnaître que vous contribuez à embellir mon quotidien, et sans doute de celui de beaucoup d'internautes. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est effectivement pour vous montrer que mon contenu, ma présence et mes récits existent sur internet, mais c'est aussi pour m'amuser et vous montrer une autre facette de moi-même que vous n'avez pas l'habitude de voir. Quelque part, faire le clown sur internet est un exercice très divertissant, mais c'est surtout quelque chose de bien plus compliqué qu'il n'y paraît, et que je ne ferai pas tous les jours. Il faut avoir des idées, il faut savoir écrire et se montrer imaginatif, mais aussi par la suite endosser une étiquette qui nous collera à la peau tout au long de notre carrière. D'où le fait que certaines personnalités aient carrément arrêté les vidéos pour se détacher de cette image, qui peut parfois être néfaste ou toxique si celle-ci ne convient pas au créateur. Maintenant, l'autre message que je tiens à vous adresser, c'est que je trouve ça dommage qu'il faille à tout prix entrer dans les codes de YouTube ou se faire pistonner pour devenir connu. Tout ça pour dire que si vous êtes comme le joueur du grenier et que si vous êtes comme moi, que l'algorithme vous agace et que vous en avez marre d'avoir cette impression de consommer toujours le même contenu, le même format, dans ce cas, c'est aussi votre rôle à vous. C'est en votre pouvoir de partager et mettre en avant ce qui vous semble atypique, unique et pertinent. Comme le système ne nous récompensera pas pour avoir pris le risque d'être différent, c'est à vous de changer la donne et de montrer à YouTube que d'autres types de contenus vous intéressent aussi. Que ces derniers sont tout aussi légitimes d'être regardés et appréciés que ceux qui ont déjà des millions d'abonnés. J'estime que tout le monde a sa place sur la plateforme. Certes, le mérite n'est pas toujours récompensé, et que la chance y joue pour beaucoup, mais que si on veut préserver cette diversité audiovisuelle, ce n'est pas à l'algorithme de décider ce qui doit être vu ou non, c'est notre responsabilité à tous. Aujourd'hui, vous pouvez décider si un créateur ou une œuvre doit être mise en avant ou rester dans l'ombre. L'algorithme est votre ennemi, il ne fera que renforcer ce qui marche déjà sur YouTube et ne favorisera jamais la curiosité et l'ouverture d'esprit. Donc si vous voulez découvrir de nouveaux talents et surtout les aider à prendre leur envol, n'attendez pas que l'algorithme fasse tout à votre place. Soyez solidaires, exprimez votre engouement et n'ayez pas peur de partager quelque chose qui vous semble différent, du moment que vous trouvez ça utile et que cela vous apporte un plus dans votre vie. Pour terminer cette vidéo, je pense que cette citation pourra résumer tout ce que je viens de vous dire. Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. Ah et puis bon, si un mec avec 5 millions d'abonnés veut bien partager mon travail, ça serait cool quand même. Non, parce que ça m'évitera de faire 500 vidéos pour atteindre 1000 abonnés et de vivre chaque mois avec seulement 10% d'un SMIC. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aurez apprécié ce format un peu particulier, en vous souhaitant la bienvenue si vous me découvrez à travers cette vidéo. Je ne le dis jamais, alors je vais le faire pour la première fois, abonnez-vous si vous avez apprécié cette petite production, et surtout, likez et commentez pour me faire savoir si vous voulez d'autres vidéos de ce style, et pour m'aider enfin à apparaître dans les tendances de YouTube. Sachez que je n'ai pas encore de Tipeee, mais que si vous souhaitez m'aider à faire grandir la chaîne et à partager mes vidéos, vous pouvez me suivre sur Twitch, Twitter, Discord et Instagram. Je suis actif sur tous ces réseaux, je réponds à tous vos messages, et ça serait un plaisir d'échanger avec vous. Je vous invite également à découvrir mes précédentes productions, certes plus sérieuses et plus personnelles, mais qui apportent un véritable message à chaque fois, avec un montage et une écriture particulièrement soignés pour votre plus grand confort. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres histoires de Yoshi. Je vous dis bye bye, à la prochaine, et puis surtout, amusez-vous bien. Oh allez, parce que vous êtes sympathique, une dernière pour la route, à la manière de McFly et Carlito. Monsieur le Président, voici l'anecdote. Alors il faut savoir qu'un beau jour, en tant que stagiaire, j'ai pu aller au festival de Deauville pour faire une interview. Donc vous savez, c'est les hôtels 5 étoiles, la piscine, les repas de malade, mais bon, là n'est pas la question.
Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le festival, j'ai la chance de rencontrer un acteur très connu. Pierce Brosnan. Vous savez, c'est le James Bond des années 90. Et donc là, l'interview se passe plutôt bien, je peux lui parler, j'ai pu le filmer. Et là, en plein milieu de l'entretien, il nous fait quelque chose de totalement improvisé. Il nous fait une petite imitation du parrain en mode « Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. » Et donc, monsieur le président, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Eh bien, monsieur le président, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle est totalement vraie! Non, c'est faux. Eh si, vous avez perdu, monsieur le président. Et donc, vous savez ce que ça signifie. Mes chers compatriotes, nous sommes capables de l'exceptionnel. Vive la République et vive la France.